Génocide, le mot est né sous la plume du juriste juif polonais Raphaël Lemkin en 1944. Il est ensuite entré dans le droit international. C'était le 9 décembre 1948. Alors quand peut-on acter qu'il y a un génocide? Une procédure est en cours devant la Cour internationale de justice. Un sujet sensible qui fait débat alors que la guerre fait rage à Gaza. Et pour en parler, nous avons invité Alban Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, coordinateur de la formation au mémorial de la Shoah, chargé de cours à Sciences Po Bordeaux sur les génocides du XXe siècle. Avec vous, Yann Jurovitch, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de la notion de crime contre l'humanité et de génocide, maître de conférences en droit international, aussi ancien juriste auprès des tribunaux de la Chambre d'appel pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et nous sommes en direct avec Olivier de Scutter, bonsoir, rapporteur spécial sur les droits de l'homme pour les Nations Unies et l'extrême pauvreté. Vous êtes aussi juriste. Depuis la guerre à Gaza, les accusations se multiplient contre Israël. Benyamin Netanyahou s'en est encore défendu. C'était vendredi à la tribune des Nations Unies. Now I want to ask you a simple question. Maintenant, je voudrais vous poser une question simple, une question logique. Would a country committing genocide Un pays génocidaire supplierait-il la population civile qu'il est censé viser de se mettre à l'abri? Lui dirait-on de partir si nous voulons commettre un génocide? Nous essayons de les faire sortir et le Hamas essaie de les maintenir à l'intérieur. Cette accusation est totalement infondée. This charge is so baseless. Voilà pour les arguments du Premier ministre israélien. Et je vais vous poser la question tout simplement. Est-ce que pour vous, il y a un génocide à Gaza? Je commence avec vous, Monsieur Perrin. Alors je ne pense pas pour l'instant que l'on puisse parler d'un crime de génocide en cours dans la bande de Gaza. Il y a une actualité qui est absolument dramatique, mais je pense que les juristes que vous avez invités pourront le dire dans un instant. Pour pouvoir parler de génocide, il faut non seulement constater qu'un certain nombre d'éléments matériels sont réunis, mais aussi pouvoir définir une intentionnalité. Or, là, il y a eu un rapport des Nations Unies qui a parlé d'actes génocidaires. C'est sorti le 16 septembre. Il y a eu 4 points sur les 5. C'est ça, tout à fait. Et ça ne suffit pas. Non, parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments matériels soient réussis, mais dans l'article 2 de la Convention de 48 sur le crime de génocide, il faut que l'un quelconque des actes ci-après soit commis dans l'intention de détruire au moins en partie. Et les juridictions retiennent que cette intention doit être absolument sans équivoque. Or, l'intention pour l'instant affichée par le gouvernement israélien est de réduire à néant le Hamas, qui détient encore des otages depuis bientôt 2 ans. Donc c'est une offensive militaire qui fait énormément de victimes, et à mon sens, on ne peut pas encore en déduire pour l'instant qu'il y a une intention de détruire au moins en partie le groupe palestinien en tant que tel. Voilà pour votre point de vue. On va revenir sur cette intention. C'est ce qui est très compliqué à prouver, effectivement. Quel est votre point de vue sur cette question ? J'essaye de me placer à antériori, c'est-à-dire avant la qualification ou la non-qualification, en laissant finalement l'apanage au juge. C'est au juge de nous dire à terme ce qui se passe. Sinon, on va s'opposer entre personnes qui ont un avis parfois militant, parfois dogmatique sur la question. Mais il y a des États qui se prononcent aussi, je me permets. Par exemple, l'Espagne qui a dit qu'il y avait un génocide. Ok, mais l'Espagne n'est pas habilitée par notre société pour déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas un génocide. Donc c'est une posture politique qu'on peut tout à fait soutenir même. On peut féliciter l'Espagne d'aller dans ce sens ou s'en offusquer, c'est en fonction de vos sensibilités peut-être politiques. Mais si on fait du droit, et ici vous m'avez invité en tant que juriste, il faut alors laisser le mandat au juge qui nous dira devant la CIJ d'ailleurs, c'est l'objet de la procédure en cours. La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice. Procédure lancée par l'Afrique du Sud. Par l'Afrique du Sud, qui a tout à fait raison de le faire d'ailleurs, puisqu'on saura enfin ce qui se passe. Mon collègue, Monsieur Perrin, vous répond à l'instant pour vous dire ce qu'est un génocide. C'est une question dans un second temps. Olivier de Scutter, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, alors d'abord, il faut rappeler ceci, c'est que la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide impose aux États des obligations de prévention, et cela donc avant même qu'un génocide soit véritablement commis. Il faut prendre des mesures permettant de prévenir ce génocide. Et donc, le simple fait qu'il y ait un risque de génocide oblige les États à prendre des mesures pour éviter que ce risque ne se matérialise. Et les États qui s'abstiennent de le faire se rendent en fait coupables de violation de cette convention. C'est une première chose. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud a attaqué Israël devant la Cour internationale de justice sont fondées sur non seulement des actes matériels que la commission d'enquête des Nations Unies a mis en avant,
meurtre des membres d'un groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein de la population. Rappelons que depuis le 7 octobre 2023, c'est plus de 66 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été tués à Gaza, dont les 2/3 sont des femmes et des enfants. Et c'est l'équivalent à l'échelle de la France de plus de 2,2 millions de personnes. C'est donc très considérable. Ce sont des attaques indiscriminées. Et l'intention derrière cela, c'est très clairement le nettoyage ethnique. Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense israélien, le 9 octobre 2023, dit « Nous imposons un siège complet à Gaza, il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de combustible. Tout sera fermé. Ceux que nous combattons sont des animaux et nous agirons en conséquence. » Et donc il y a une déshumanisation des Palestiniens. Et malheureusement, ce sont des propos qu'on a entendus de la part du président Isaac Herzog, de la part de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, de la part de Voilà, on va revenir sur ces propos. Oui, Olivier de Scutter, on va revenir sur ces propos parce que justement, la problématique, c'est de prouver qu'il y a eu intention de génocide. Alors, Olivier de Scutter, vous avez cité ce rapport des Nations Unies avec ces points qui ont été mis. Justement, est-ce que là, l'objectif aujourd'hui, c'est de récolter le plus de preuves pour qu'il y ait cette procédure de justice, c'est-à-dire, on citait Yoav Gallant, nous combattons des animaux humains, c'était le 9 octobre 2023, Bezalel Smotrich, donc ministre d'extrême droite, qui expliquait que les Palestiniens constituent une menace existentielle qui justifie que l'armée israélienne aplatisse Gaza. Tout ça, ça sera pour un éventuel procès ? Évidemment, la Cour internationale de justice va s'en saisir et déterminera à l'appui de ces éléments ce qu'elle peut en déduire. Pour le moment, on a un rapport des Nations Unies, effectivement, mais il n'a pas été soumis à ce qu'on appelle le principe essentiel d'une juridiction, c'est-à-dire le contradictoire. Il n'y a ni attaque ni défense, il y a instruction de la part de spécialistes et c'est très intéressant. Qu'en fera la justice ? Que tous les éléments que mon collègue, M. Olivier de Scutter, vient de rappeler seront soumis à la Cour et la Cour tranchera à partir de ceci. Mais pour le moment, ce qu'on peut voir matériellement, c'est qu'effectivement, il y a des éléments mortifères pour la population civile palestinienne, que la population civile est déplacée dans son grand ensemble. On peut parler d'épuration ethnique, c'est absolument pas gênant puisque ce n'est pas un terme juridique. Qu'est-ce que recouvre cette épuration ethnique ? Elle peut être criminelle de guerre, elle peut être criminelle contre l'humanité, elle peut être génocidaire. Pour le moment, on n'en sait rien. Alors, génocide, qu'est-ce qui vous... Alors donc, génocide, on sent aussi qu'il y a une... C'est très fort au niveau du symbole, c'est souvent, brandi. C'est ça qui vous pose problème, Alban Perrin, parce qu'on voit qu'il y a des historiens qui défendent. Il y a 500 historiens qui ont dit oui, c'est un génocide. Oui, sauf que les historiens ne sont pas forcément les mieux placés pour en parler parce que c'est une notion d'ordre juridique et dans les sciences sociales, il n'y a aucun consensus sur une définition du crime de génocide. En fait, en dehors de quelques grands événements du XXe siècle que vont être la Shoah, le génocide des Arméniens et encore seulement depuis une trentaine d'années et le génocide des Tutsis au Rwanda, finalement, il y a toute une série d'événements en histoire pour lesquels il y a des débats incessants pour savoir s'il s'agit ou non d'un crime de génocide. Pour revenir peut-être sur un point que M. de Scutter a évoqué, évidemment, il y a des dizaines de milliers de morts, ce qui est absolument dramatique, mais ça ne suffit pas à utiliser la qualification de génocide, puisque ça n'est pas le nombre de morts qui fait le génocide, c'est l'intention. Il faut prouver que ces meurtres de membres du groupe ont été commis dans l'intention, encore une fois, de détruire le groupe en tant que tel. Et on pourrait presque... Il y a des historiens juifs qui sont en train de lister tout ce qui pourrait prouver cette intention. Oui, donc, juif ou non juif, d'ailleurs, la question n'est pas là. Évidemment, mais même au cœur d'Israël... Si on prend un point comparatif, par exemple, le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, immédiatement, il y a eu un constat immédiat qu'on était en face d'une réalité génocidaire parce qu'il n'y avait aucun doute possible sur le fait que des centaines de milliers, et peut-être même 1 million de Tutsis ont été assassinés en tant que tels. Immédiatement, puisqu'il suffisait d'ouvrir la radio d'Émile Colline au printemps 1994 pour entendre des appels de meurtre de Tutsis, des appels au meurtre de Tutsis en tant que Tutsis. Donc là, il n'y avait aucune ambiguïté. Et là, ce qui se passe est absolument dramatique, mais relève peut-être
et ça les juridictions le diront, d'autres qualifications juridiques qui sont plus simples à utiliser. Et je pense notamment, mais c'est Yann Jurovich, le grand spécialiste de cette question, à celle de crime contre l'humanité, puisque crime contre l'humanité, ça renvoie à une attaque massive ou systématique contre une population civile. On n'a pas démontré de critères d'intentionnalité. Alors du coup, je n'ai pas répondu à votre première question qui était sur le caractère très polémique du terme génocide. Peut-être qu'on garde ça pour... Bon, oui, on va y revenir, mais Olivier de Scutter, pourquoi c'est important de qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide, pour vous? Écoutez, c'est important pour la procédure, évidemment, qui est en cours devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a répondu en partie par des ordonnances adoptées en janvier, mars et mai 2024, en demandant à Israël de prendre toute mesure permettant de prévenir le risque de génocide. Donc, en un sens, la Cour internationale de justice a déjà exprimé sa préoccupation. Mais par ailleurs, rappelons tout de même ceci, c'est que Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense, et Benjamin Netanyahou sont déjà l'objet de mandats d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale qui, en fait, poursuit ces deux dirigeants pour des crimes contre l'humanité qu'elle estime avoir été commis, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Donc, si vous voulez, c'est important le débat sur le génocide, mais n'oublions pas que même s'il n'y a pas génocide, il y a des crimes massifs de droit international qui sont commis en toute impunité. Les dirigeants israéliens sont responsables de ces crimes, doivent être poursuivis. Et en un sens, le débat sur l'existence ou non du génocide est une digression par rapport à l'urgence d'arrêter ce qui est en train de se passer, d'arrêter aussi les responsables israéliens qui sont recherchés comme criminels de guerre. C'est cela que je voudrais faire passer comme message. Et je crois ne nous laissons pas distraire par une polémique sur la notion de génocide. Alors effectivement, et j'ai l'impression que c'est partagé par, par les deux invités sur ce plateau, et c'est vrai que vous vouliez réagir... Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, c'est une digression. On ne doit pas se laisser leurrer par l'importance a priori qu'on accorde au terme de génocide. Finalement, en droit international, il n'y a pas de hiérarchie. Nous, on ne voit pas de différence de gravité entre un crime de guerre et un crime de génocide. La gravité, elle réside dans le comportement d'un individu lorsqu'il est soumis à une juridiction. On apprécie son implication dans le crime. Mais on ne voit absolument pas de différence, nous, entre le génocide et le crime contre l'humanité, par exemple. Je voudrais toutefois revenir sur un point qui me semble essentiel parce que la presse le diffuse à tort et à travers. On vous parle beaucoup de risque de génocide. Et si je suis mon collègue sur les ordonnances rendues par la Cour internationale de justice qui ont alerté Israël, qui ont mis à la charge d'Israël des obligations notamment humanitaires, on ne parle pas de risque de génocide dans ces 4 décisions rendues jusqu'à présent. Parce que ça n'existe pas, le risque de génocide. Soit il y a génocide, soit il n'y a pas génocide. Il n'y a pas de risque. Donc selon vous... Le risque, c'est le risque d'une intention. Il y a le risque que des crimes soient commis. C'est tout à fait autre chose que les éléments que vous avez cités tout à l'heure, qu'il y ait des meurtres commis, qu'il y ait une aggravation de la situation humanitaire de la population civile palestinienne. C'est ça qui est grave et c'est ça que veut stigmatiser la Cour internationale de justice dans des décisions somme toute extrêmement équilibrées. Mais il n'y a pas de risque de génocide parce qu'on ne peut pas deviner à l'avance l'intention qui sera celle du criminel. Et mon collègue, M. Perrin, vous a parlé du génocide des Tutsis. On a eu devant le TPIR, devant le tribunal international pour le Rwanda, un aveu du Premier ministre du gouvernement intérimaire, qui est venu nous dire, qui est venu avouer la politique génocidaire. Ici, c'est pas le cas. Donc il faudra prouver, si on veut condamner pour génocide, il faudra l'établir. C'est pas le cas pour le moment, on en est loin. On en est loin. Merci à vous trois. On aurait pu encore continuer, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de points à aborder. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.